mesdames et messieurs, chers amis de l'antenne Romain Gary de l'Institut français de Jérusalem, bonsoir et bienvenue à cette 5e édition de la Nuit des idées qui, pour la première fois, est organisée à Jérusalem. Dans 170 villes dans le monde, 90 pays, à l'heure même où nous nous retrouvons, bien des milliers d'anonymes se retrouvent pour célébrer cette nuit des idées dont le concept est très simple. Il s'agit de se retrouver dans un lieu de culture pour échanger et partager autour d'un thème qui est proposé par le ministère des Affaires étrangères français. Ce thème, cette année, est « Être vivant ». C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé cette soirée en 3 temps. Le premier, eh bien, il s'agissait de vous présenter ce que nous connaissons bien ici à Romain Gary depuis quelques mois, nos conférences d'actualité qui sont animées par Madame Annie Péziz, professeure émérite de droit à l'Université de Lyon, qui nous présente des thèmes de réflexion et de discussion. Et en janvier, le thème proposé tournait autour du vivant et de la bioéthique. Il était donc tout à fait opportun de vous proposer de l'écouter ce soir, nous parler et ensuite discuter des limites et des manipulations du vivant. Donc nous allons avoir le plaisir d'écouter Annie Péziz et puis ensuite d'échanger sur tout ce qu'elle nous aura appris au cours de cette rencontre. Le second temps de cette soirée, eh bien, consistera en un moment de convivialité, puisque c'est la règle, et je vous proposerai de partager un cocktail tous ensemble pour mieux se connaître, et puis pour continuer à faire vivre cette nuit des idées. Et le troisième temps fort, qui se déroulera entre 21h et 22h, sera consacré à un moment de culture, puisque nous avons fait appel à l'artiste Adalia Godlewski pour nous proposer une performance musicale et poétique qui, bien évidemment, sera centrée sur ce thème du vivant. Voilà, je vous ai en quelques mots présenté le programme et l'esprit de cette soirée. J'espère que vous l'apprécierez. Nous avons donc maintenant bien des beaux moments de culture à vivre ensemble. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bien, merci. Alors, cette conférence, comme on vient de vous le dire, s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences sur les grandes questions sociétales actuelles. À ce titre-là, j'ai déjà traité de la famille, de l'environnement, donc 3 conférences déjà ont eu lieu sur ces thèmes. Il y aura aussi 2 conférences sur la criminalité. Et donc ce soir, dans le cadre, comme il a été dit, de la Nuit des Vivants, c'est le vivant et la Nuit des idées, pardon, c'est le vivant et la bioéthique. Alors c'est un sujet qui est certes passionnant, difficile, mais extrêmement vaste. Aussi, je l'ai limité à certains points particuliers, puisque je traiterai de cette question sous l'angle, d'une part, des limites du vivant, quand commence et quand finit la vie, et puis sous l'angle des manipulations sur le vivant, qu'est-ce que l'on peut faire sur le vivant, jusqu'où peut-on aller et comment. Alors, auparavant, je crois qu'il y a 2 questions préalables qui méritent d'être posées, d'être précisées. Qu'est-ce que l'on entend par le vivant? Qu'est-ce que l'on entend par la bioéthique? Le vivant, c'est simple. Pour le vivant, pas de difficulté. Vous savez que les êtres vivants représentent dans le langage courant à la fois les êtres humains, les animaux et les végétaux. La vie est un phénomène naturel que l'on observe, en tout cas pour l'instant seulement sur la Terre, et la vie implique que les vivants naissent, grandissent, se reproduisent et meurent.
depuis toujours, si vous voulez, le vivant a donné lieu à des débats scientifiques, des débats philosophiques, et depuis peu, il est aussi une source de débat et de réflexion à un autre niveau, depuis l'apparition de certaines techniques, on peut dire, ou une certaine discipline en tout cas, que l'on appelle le génie génétique. De quoi s'agit-il? Cette discipline désigne précisément les différents modes, les différents procédés qui permettent de travailler sur les gènes et de ce fait de les modifier éventuellement, ce qui est un progrès à certains égards considérable. Cette discipline, le génie génétique, a considérablement modifié notre vision de la représentation que l'on a du vivant. Et la découverte de la génétique s'est accompagnée de découvertes également sur le plan plus technique de ce que l'on appelle les biotechnologies. Alors, le problème, c'est que ces biotechnologies sont excessivement complexes, excessivement techniques, et elles posent des questions d'ordre crucial sur le plan, par exemple, du génome humain. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le génome humain? Des questions sur le clonage également, des questions sur les OGM, par exemple. Et justement, et j'en arrive à la bioéthique, et justement, toutes ces questions se trouvent aujourd'hui encadrées par une discipline que l'on appelle la bioéthique. Donc, définition de la bioéthique. Si vous voulez, pour faire simple, la bioéthique, c'est une branche de la philosophie dont l'objet est l'étude des problèmes éthiques qui sont posés par les avancées en matière de biologie et de médecine. C'est dans les années 60-70 que cette discipline est apparue. Attention, il ne faut pas la confondre, comme on le fait parfois, avec l'éthique médicale. L'éthique médicale est quelque chose de beaucoup plus ancien, puisque l'éthique médicale remonte au serment d'Hippocrate, et qui a été fondé par les médecins, pour les médecins. Alors que, quand on parle de bioéthique, il faut savoir que cela intéresse quantité de professionnels venant d'horizons différents, tels que bien sûr les médecins, mais aussi les biologistes, les généticiens, les philosophes, les sociologues, les théologiens et les juristes, bien évidemment. Alors aujourd'hui, le développement de ces biotechnologies suscite des interrogations, suscite des inquiétudes, parce que, si vous voulez, on peut se demander tout de suite pourquoi ces inquiétudes, pourquoi ces interrogations, tout simplement parce qu'on se rend compte que les biotechnologies repoussent tous les jours, chaque jour, repoussent les limites des capacités des chercheurs à agir sur le vivant. Je veux dire par là que, autrefois, le chercheur, c'était son travail, la recherche scientifique, cherchait à comprendre les mécanismes du vivant. C'était son objectif. Aujourd'hui, la recherche scientifique a certes encore cet objet, mais elle cherche aujourd'hui, parce qu'elle s'est transformée en une espèce de technoscience, elle cherche aussi à transformer en quelque sorte le vivant. Et c'est cela qui est véritablement inquiétant. Alors, question qui est au cœur de cette conférence, qu'est-il permis de faire? Qu'est-il interdit de faire? Et c'est cela l'enjeu, vraiment l'enjeu de la bioéthique. J'allais dire heureusement, il existe un consensus général, un consensus presque universel, pour admettre la nécessité de fixer des limites à ce qui est techniquement possible de faire sur le vivant. Cela s'est traduit par l'instauration dans la plupart des pays européens de ce que l'on appelle des comités d'éthique. Et par exemple, en France, il existe depuis 1984, ces comités existent depuis 1984, et dès 1994, pour la France, les premières lois bioéthiques ont été votées. Depuis, elles sont en chantier permanent, et si vous suivez l'actualité législative encore française, vous savez peut-être qu'actuellement est en débat au Parlement une loi sur la bioéthique. En Israël,
En Israël aussi, il existe un comité national de bioéthique, et ceci depuis 2001. C'est un organisme gouvernemental qui regroupe 17 membres, dont l'actuel coprésident est un rabbin, le rabbin Abraham Steinberg. Alors ce comité, bien évidemment, est chargé de se prononcer sur les questions éthiques qui sont soulevées par les progrès en matière de biologie, de bioéthique, etc. et surtout de leurs conséquences sur le plan social et sur le plan juridique. Savez-vous, pour terminer cette présentation, savez-vous que l'État d'Israël investit 4,3% de son produit intérieur brut dans la recherche et le développement, 4,3%, dont un tiers est alloué à 1350 sociétés qui se consacrent justement aux sciences du vivant et aux biotechnologies. C'est dire que notre sujet ce soir, le sujet qui nous réunit ce soir, est vraiment un sujet d'actualité israélienne. Alors ce sujet, je vais l'envisager en 3 temps. D'abord, je vais rapidement vous présenter 2 exemples d'expérimentation sur le vivant. Ensuite, je vous montrerai comment la biotechnique intervient pour encadrer les limites du vivant, la fin de vie et le début de vie d'abord. Et puis ensuite, je vous traiterai de l'intervention de la bioéthique dans les manipulations du vivant. D'abord, les exemples, 2 seulement, exemples d'expérimentation sur le vivant, mais le vivant végétal et animal pour l'instant. Depuis longtemps, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que depuis longtemps, on admet et on pratique l'expérimentation aussi bien sur les êtres vivants, qu'ils soient plantes, qu'ils soient animaux. C'est pas nouveau. Et vous savez sans doute que Claude Bernard, qui était un biologiste de la fin du 19e siècle, en son temps, avait justifié des manipulations qui étaient parfois terribles, enfin horribles, sur les animaux, en expliquant que cela se faisait pour le progrès, au nom de la poursuite du savoir. Donc, quand on parle d'expérimentation aujourd'hui, il ne faut pas penser que ça vient de surgir. Non, l'expérimentation a toujours eu lieu. D'abord, expérimentation sur les végétaux. Le génie génétique, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, que je vous ai défini tout à l'heure, permet donc d'intervenir sur le patrimoine des espèces, pour le décrypter, mais aussi éventuellement pour le modifier. Et ceci grâce à une technique particulière qui s'appelle la transgénèse, qui conduit à l'élaboration d'organismes génétiquement modifiés. Ce sont les fameux OGM dont vous avez entendu parler. Les OGM, c'est-à-dire ces organismes dont on a modifié la composition génétique pour leur conférer une caractéristique particulière. Alors, ces OGM concernent principalement des espèces de cultures destinées à l'alimentation humaine. Vous avez entendu parler du riz, du maïs, du soja transgénique. Il y a un débat sur ces OGM, avantages, inconvénients. Au titre des avantages, on avance le fait que ces OGM résistent à certaines maladies, que ces OGM se développent même dans des conditions atmosphériques dures, sécheresse ou froid, qu'ils améliorent en tout cas le rendement des cultures sans le recours, ça c'est l'argument fort, sans le recours aux pesticides et autres engrais chimiques. Certains chercheurs scientifiques nous disent qu'ils ne représentent aucun danger pour les hommes, ce qui n'est pas encore démontré, alors qu'en revanche, ce qui est démontré, c'est que c'est un problème, en tout cas, il y a des conséquences néfastes sur l'environnement, parce que ces OGM détruisent, on le sait, c'est prouvé, les écosystèmes. En tout cas, les réticences à l'utilisation des OGM, c'est surtout le fait des pays occidentaux, alors que dans les pays, disons, européens,
alors que dans les pays où il y a pénurie alimentaire, ou dans des pays comme la Chine ou le Brésil, eux, ils ont massivement recours aux OGM. Donc nous, on en est encore au débat. Ce qui est sûr, c'est que la querelle des OGM est loin d'être terminée. Expérimentation maintenant sur les animaux, deuxième exemple. Alors, cette expérimentation sur les animaux soulève d'énormes questions, plusieurs questions. Il y en a une dont je voudrais vous parler, c'est la question relative au clonage des animaux. Pourquoi cette question est importante? Il faut bien la comprendre pour comprendre la suite de mon propos. Cette question est importante parce que beaucoup, dans tous les milieux, beaucoup de personnes sont tentées de faire le raisonnement suivant. À partir du moment où on arrive à cloner des animaux, pourquoi ne pas le faire chez l'homme? Vous voyez le lien et le danger même de cette réflexion. Alors, clonage des animaux, je vais vous expliquer de la façon, je vais essayer de faire le plus simple possible, je ne suis pas scientifique. Ce qu'est d'abord le clonage, c'est un mot que vous connaissez. Il s'agit d'une technique qui consiste à enlever le noyau de cellules d'un organisme adulte, à le transférer dans un ovule, et cet œuf, ainsi constitué, va se développer, va se comporter comme un embryon et donner naissance à un être qui est génétiquement identique, copie conforme, génétiquement identique à celui d'où le noyau a été prélevé. Voilà ce que c'est que le clonage. On retire, on recompose et ainsi on obtient vraiment la photocopie de la personne, enfin de l'être qui a donné le noyau en question. Alors vous savez, peut-être en tout cas certains d'entre vous se rappellent peut-être, cela doit vous évoquer quelque chose, 1996, on est en juillet 96 et le monde découvre, alors avec stupéfaction, apprend avec stupéfaction que le premier mammifère cloné par l'homme a vu le jour à l'initiative d'une équipe de recherche écossaise. Le monde découvrait la fameuse brebis Dolly. Brebis clonée, brebis totalement, mais alors copie conforme de la brebis dont elle héritait le patrimoine génétique. À partir de là, clonage de souris, de vaches, de taureaux, de cochons, etc. Dès 1996 d'ailleurs, aux États-Unis, le clonage d'animaux a connu un très rapide essor. À l'heure actuelle, il semblerait, d'après mes lectures, que le plus grand centre de clonage au monde se trouve, savez-vous où? En Chine. Il est en Chine. Et ce centre aurait des avantages sur le plan, enfin, si on peut parler d'avantages, sur le plan du rendement des élevages, puisque en Chine, on estime à l'heure actuelle, que près de 100 000 embryons de vaches par an pourraient être créés par clonage. Vous voyez, c'est vraiment de la reproduction, de la photocopie à haut débit. En Corée du Sud, je vous le dis pour la petite histoire, parce qu'alors là, on est ce que j'appellerais moi du clonage de salon. Il est possible, savez-vous, à partir d'un échantillon d'ADN prélevé sur son chien avant sa mort, et bien de le ressusciter, ce fameux chien, par clonage. C'est clonage, ça n'a rien à voir avec l'élevage, mais c'est un clonage clonage de salon. En revanche, le clonage en Europe n'a pas connu un aussi grand essor, encore que, en France, à l'heure actuelle, l'INRA, c'est-à-dire l'Institut National de Recherche Agronomique, compte aujourd'hui encore 18 bovins clonés dans sa ferme. Donc c'est quelque chose qui est connu aussi en France. Alors je voulais vous signaler enfin qu'en Chine, dernièrement, on a appris la naissance de 2 singes, 2 macaques précisément,
génétiquement identiques. Et cette naissance a relancé, parce que c'est vrai qu'on en parlait peut-être un petit peu moins, a relancé le débat entre les pro-clonages et les anti-clonages. Alors ce débat est très vaste, on entend énormément de choses. Je vous cite quelques arguments pour et l'argument contre. Argument pour d'abord, les scientifiques nous disent que le clonage présenterait des avantages pour l'amélioration des élevages d'animaux domestiques, ce qui est certainement vrai. Le clonage permettrait aussi, nous disent les scientifiques, de fabriquer des animaux pourvus d'un gène qui produisent des substances thérapeutiques. Donc on est plus dans un clonage là à but thérapeutique. Et puis, troisième avantage, le clonage permettrait de préserver les espèces en voie de disparition. Face à ces arguments, et il y en a d'autres, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns, face à ces arguments pour, l'argument contre, le seul, à mon avis, le plus important, si on doit s'élever contre cette pratique, c'est parce qu'on craint les dérives qui pourraient découler de ces expérimentations, dérives qui consisteraient à faire le saut, on passe de l'animal à l'humain. Et donc je vous en parlerai dans un moment de ces dérives et voir comment on peut les contrer. Simplement, pour terminer sur ce point, je voudrais vous faire remarquer qu'on n'a pas attendu la naissance de Dolly pour déjà pressentir les dérives auxquelles l'expérimentation pouvait conduire, puisque depuis 1947, les expérimentations sur l'homme sont strictement encadrées. Pourquoi 1947? C'est une date importante, parce que c'est à cette date que fut promulgué un code qui s'appelle le Code de Nuremberg, qui a été établi à la suite des expérimentations faites sur l'homme dans les camps, sur les juifs, donc qui ont été faites sur les juifs dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce code, on trouve des principes essentiels concernant l'expérimentation. On y trouve le principe absolu selon lequel, pour faire une expérimentation sur l'homme, il faut son consentement donné en connaissance de cause, préalable bien sûr à l'expérimentation, et il faut que les expériences aient été tentées antérieurement sur les animaux. Voilà donc deux exemples d'expérimentation sur le vivant, végétal et animal. Qu'en est-il maintenant, et c'est le deuxième point de mon propos, de la bioéthique et des limites du vivant? Quelles sont les interactions entre bioéthique et limites du vivant? Alors il est évident que, là, je n'invente rien, la qualité du vivant est attachée à l'être humain depuis le premier souffle de la vie jusqu'au dernier soupir. Ça, c'est évident. Le début de la vie, d'abord. Le début de la vie, c'est la naissance. C'est la naissance qui confère à l'homme sa qualité de vivant. À partir du moment où je nais, eh bien, j'ai la qualité de vivant. D'ailleurs, même sur le plan juridique, on acquiert la personnalité juridique à partir de la naissance. Sauf, petite parenthèse quand même, pour vous dire que ce moment est avancé en quelque sorte dans certaines hypothèses, et on parle là de fiction. Je vous donne juste de petits exemples. En cas de décès, par exemple, du père pendant la grossesse de la mère de l'enfant, eh bien cet enfant, qui est donc simplement conçu, hein, il n'est pas né, il est simplement conçu, pourra venir à la succession de son père décédé. Donc il a des droits avant même, cet enfant a des droits avant même de naître. Donc vous voyez que la naissance, c'est pas la naissance qui est le fait générateur, si vous voulez, des droits. Deuxième exemple, en cas de décès accidentel de la femme enceinte, le fœtus meurt à la suite de cet accident. Eh bien, il faut savoir que le responsable de l'accident sera condamné pour homicide involontaire de cet enfant
qui n'était pas encore né. Donc vous voyez à quel point la naissance, là, le moment de la naissance n'est pas déterminant pour l'acquisition de droits. Je ferme la parenthèse pour vous dire que, outre cet aspect juridique, si on s'intéresse à cette question de savoir quand commence la vie, c'est parce que les chercheurs se sont penchés sur une interrogation, deux interrogations, celle de légitimer ou non la question de l'avortement, et deuxième question, essayer de voir ce que l'on va faire en matière d'embryons surnuméraires. Je vous expliquerai ce deuxième point après vous avoir dit un mot sur la question de l'avortement. Alors, question de l'avortement, bon, là aussi on pourrait en parler pendant des heures. Je situe simplement le problème pour ce qui nous intéresse ce soir. L'embryon au sein de sa mère pendant la grossesse doit-il être considéré comme du vivant ou non? Si on le considère comme du vivant, alors y porter atteinte par un avortement, c'est carrément un assassinat. Voilà la position, le problème posé. Hein. Je ne prends pas ni pour ni contre, je vous pose le problème. Alors bien sûr, partout dans tous les pays, il y a des voix pro-avortement et des voix anti-avortement. Ça, c'est comme ça depuis toujours. En Israël, je ne vous dirai qu'un mot sur Israël, en Israël, il y a un consensus qui s'est dégagé pour déterminer si l'embryon était ou non une personne. Et là, sur ce point, les Israéliens se sont référés au texte, notamment au texte du Talmud, et ils ont considéré les principes fondamentaux de la religion, de notre religion, pour dire que, d'une part, le devoir de procréer, le devoir de ne pas tuer et le devoir de préserver la vie, eh bien ces trois devoirs convergent pour dire que l'avortement est totalement illégal en Israël. Et je répète, sur le fondement de textes religieux, ce qui n'est pas la première fois, je le signale dans les autres conférences, je l'avais aussi mentionné, en matière de famille, en matière de droits de personnes, en Israël, on se réfère énormément aux droits, aux tribunaux, au Talmud et aux textes de judaïsme. Alors j'ai dit, l'avortement est donc illégal en Israël, au regard de ces principes, mais, et c'est là que le paradoxe, mais enfin on est en Israël, hein, et paradoxalement, il faut savoir que pourtant, les demandes d'IVG qui sont formulées par requête devant des comités que l'on appelle des comités d'interruption volontaire de grossesse, des comités qui sont en milieu hospitalier, eh bien ces demandes sont accordées à 99% de cas. Les comités en question regroupent deux médecins, un psychologue, et au sein de ce comité, eh bien, on examine la demande de la femme qui souhaite avorter, et cette demande est examinée au regard de certaines conditions qui sont les suivantes. On voit l'avortement sera possible, l'IVG sera possible si la femme a moins de 17 ans ou plus de 40 ans, ou bien si elle est célibataire ou si la conception s'est faite hors mariage, ou bien si la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste, ou si le risque de l'enfant à naître, l'enfant risque de naître avec une malformation physique ou mentale, ou enfin, si la grossesse met la vie de la mère en danger, c'est le fameux avortement thérapeutique. Je vous ai dit que les chercheurs donc se sont interrogés sur le point de savoir quand commence la vie et est-ce que l'enfant qui n'est pas encore né, c'est du vivant. Cette question se pose aussi à propos des embryons surnuméraires. Alors je vous explique très simplement de quoi il s'agit. Un embryon surnuméraire, c'est un embryon conçu lors d'une fécondation in vitro dans le cas d'une procréation médicalement assistée. Et avec la technique que l'on appelle la technique de la FIV, fécondation in vitro, dont j'avais parlé à une de mes précédentes conférences,
Avec ce procédé, on réalise plusieurs essais de fécondation simultanément. On recueille par exemple 2 ou 3 embryons. Si ces embryons peuvent être réimplantés, un embryon sera réimplanté dans l'utérus de la mère. Que fait-on des autres embryons? C'est eux que l'on appelle les embryons surnuméraires. Soit on les congèle, c'est le terme, il n'y en a pas d'autre. Soit on les congèle et on les utilisera si les parents désirent un enfant plus tard. Soit justement, ces embryons surnuméraires pourront faire l'objet, seront le support de recherche. Voilà ce que deviennent ces embryons. En Israël, depuis 1999, une loi a été votée à la Knesset pour autoriser ce genre de pratique. La loi d'ailleurs est reconductible tous les 5 ans. Elle permet en Israël d'utiliser ces embryons surnuméraires pour la recherche à partir de cellules souches, notamment pour développer certains traitements, si je puis dire, contre le cancer. Voilà ce qu'il en est du début de la vie, avec la question, donc, les 2 questions que je viens d'envisager. Qu'en est-il de la fin de la vie maintenant? Alors, le vivant disparaît, c'est évident, à la fin de la vie physique, avec la mort. Curieusement, ce que l'on peut dire, c'est que la mort il n'existe pas de définition juridique de la mort. Alors peut-être, on l'explique en tout cas, par la raison suivante, on explique que les progrès de la médecine ont considérablement modifié au cours des âges la perception que l'on a de la mort. Traditionnellement, on retenait l'arrêt des fonctions respiratoires comme le critère de la mort. Ce critère a été abandonné, on lui en a choisi un autre, on a estimé que le critère de l'arrêt des fonctions cardiaques était le critère de la mort, critère encore abandonné. Aujourd'hui, le critère qui est retenu, c'est celui de la mort cérébrale. Une fois que l'on a dit cela, et voilà la bioéthique qui va arriver, qui s'introduit dans mon propos, plusieurs questions d'ordre éthique se posent quant au moment précis de la mort. Est-ce que ce moment peut être reporté dans le temps? Est-ce qu'en quelque sorte on peut retarder le moment de la mort naturelle? Et puis, à l'inverse, est-ce que ce moment peut être provoqué? Est-ce qu'on peut avancer en quelque sorte le moment de la mort? 2 questions. La réponse à la première question, eh bien, elle est simple, c'est oui. On peut effectivement reporter dans le temps le moment de la mort, puisque une personne cliniquement morte peut être tenue artificiellement en vie pour les besoins d'un prélèvement d'organes. Elle est morte, on la maintient en vie parce que le prélèvement d'organes est envisagé. Alors, en Israël, je ne parle que d'Israël, le don d'organes est permis, mais il est permis dans le cas où l'on a besoin d'un organe pour une greffe spécifique et immédiate. C'est ainsi que se trouvent respectés des principes d'éthique qui consistent à cette obligation sacrée de conserver, de préserver la vie. Et un autre principe aussi est ainsi respecté. On doit respecter aussi un autre principe éthique, celui de l'interdiction de profaner un cadavre. Voilà pourquoi il est interdit en Israël de faire un don d'organes là où il n'y aurait pas de receveur de l'organe immédiatement et de façon spécifique. De la même façon, toujours en Israël, il est interdit de faire un don d'organes pour la recherche, interdit également aux étudiants de faire un don qui permettrait aux étudiants en médecine de se livrer à des dissections. Alors bien sûr, comme en France, en Israël, le don d'organes est anonyme, le don d'organes est gratuit, et on le comprend bien. Ce que l'on veut éviter, c'est que du vivant,
des organes fasse l'objet d'une marchandisation et qu'on puisse faire, comme malheureusement cela se pratique dans d'autres pays, que l'on puisse faire du commerce d'organes. Ça, c'est strictement interdit. Donc on vient de, vous l'avez compris, on peut effectivement retarder, reporter le moment de la mort. Maintenant, autre question, est-ce qu'on peut avancer ce moment? Est-ce qu'on peut avancer? C'est bien sûr la question de l'euthanasie. Alors ça, c'est une question extrêmement délicate, parce qu'elle se pose, bien sûr, à un moment douloureux à l'égard de personnes, de certaines personnes qui sont dans la souffrance. Est-ce qu'on doit les maintenir en vie, ces personnes, au prix d'un acharnement thérapeutique? Est-ce qu'on doit abréger leur souffrance en pratiquant l'euthanasie? Alors, en posant ces questions, je fais référence, on pense, et peut-être pensez-vous aussi, à ces deux affaires qui ont défrayé la chronique en France, il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment la dernière actualité. Ces deux affaires qui ont soulevé des débats passionnés, c'est l'affaire Vincent Lambert, d'abord. Vincent Lambert, qui était, je le rappelle, un infirmier âgé de 37 ans, je crois, devenu tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation. Et depuis 2008, il était maintenu artificiellement en vie. Est-ce qu'il fallait, oui ou non, arrêter les soins? La famille se déchirait, la famille contre d'ailleurs l'épouse se déchirait, les tribunaux statuaient un jour dans un sens, un autre jour dans un autre sens, les équipes médicales elles-mêmes n'étaient pas d'accord. Ça a été vraiment une affaire extrêmement délicate et douloureuse. La deuxième affaire dont vous avez peut-être aussi entendu parler, c'est l'affaire du docteur Nicolas Bonnemaison, qui lui a été poursuivi devant la cour d'assises de Pau, il y a un an, je crois, un an et demi. Il a été poursuivi devant cette cour d'assises pour euthanasie. Il avait, lui, abrégé la souffrance de 7 personnes âgées en fin de vie, et cela sans concertation, ni avec la famille, ni avec l'équipe médicale. Alors lui fut acquitté, mais radié du Conseil de l'Ordre. Le débat sur l'euthanasie, je vous disais, est délicat. Il est ancien, ce débat. C'est pas l'actualité. On parle d'euthanasie depuis bien longtemps. Et surtout, il rappelle une pratique dont on n'aime pas trop parler. Cette pratique, vous le savez très bien, c'est celle de l'eugénisme et la sélection. On tue pour sélectionner, ceci au nom d'une pureté de la race. Ce sont des mots que l'on n'aime pas utiliser, mais c'était bien cela, le débat. On cherche, certaines personnes ont eu cette volonté d'améliorer l'être humain en éliminant les hommes certains hommes qui étaient dans un état, entre guillemets, je le mets entre guillemets, dans un état de dégénérescence, disait-on, physique ou mental. Alors ne croyez pas, moi je l'ai découvert en préparant cette conférence, ne croyez pas que cette volonté de sélection d'eugénisme a vu le jour seulement au moment de la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, cette volonté, bien sûr, est apparue bien avant, au début du XXe siècle, et savez-vous que c'est aux États-Unis que début du XXe, qu'on s'est débarrassé, entre guillemets, bien évidemment, de 60 000 malades mentaux au nom, justement, au nom de l'eugénisme, au nom de la sélection de la race. Alors on connaît bien sûr la suite avec le système nazi. Alors bien évidemment, et heureusement, les termes du débat sur l'euthanasie ne se présentent pas du tout de la même façon aujourd'hui. Aujourd'hui, on se demande si oui ou non, on peut avancer l'heure de la mort naturelle. La France a répondu à cette question. C'est une loi fameuse que l'on désigne par le nom de son
de son concepteur, c'est la loi Leonetti. Les trois religions monothéistes se sont prononcées sur cette question, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les trois religions, alors là, elles sont sur la même longueur d'onde. L'euthanasie, le suicide assisté sont en eux-mêmes, de façon intrinsèque et moralement, sont répréhensibles. En revanche, là aussi, les trois religions sont d'accord pour dire qu'il faut encourager les soins palliatifs afin de protéger la dignité. C'est le mot-clé. Pour protéger la dignité des patients en phase terminale. Alors en Israël, il est clair que toute manœuvre qui pourrait hâter, si je puis dire, la mort est interdite. Mais bien sûr, il n'est pas interdit de traiter la souffrance. Et il faut bien comprendre que les soins palliatifs sont des traitements, que l'euthanasie est un geste mortel, et que donner la mort même par compassion, eh bien, ne sera jamais un soin. Je voudrais pourtant vous signaler que récemment, pourtant, c'est curieux, a été présenté à la Knesset un projet de loi inquiétant, enfin, ce n'est qu'un projet de loi, le texte n'a pas été voté, qui autorise ce projet, les médecins à prescrire des drogues mortelles aux patients en phase terminale qui souhaiteraient mettre fin à leur souffrance. Ça va être débattu, bien sûr, en France aussi. Ça existe encore. Bien sûr, ça existe en France. On en reparlera, bien sûr. Le projet de loi est en cours de débat. Selon le rabbin Steinberg, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est coprésident du comité d'éthique en Israël, d'après lui, ce texte a peu de chances de passer parce qu'il faudrait arriver à définir exactement, dit-il, le stade où la douleur et la souffrance sont insurmontables, insoutenables, pour pouvoir adhérer à ce principe. Et dit-il, c'est là toute la difficulté. On ne sait pas comment on pourrait définir ce moment. En tout cas, c'est une affaire à suivre. On arrive alors au troisième point de mon propos, la question de la bioéthique et la manipulation du vivant. Les progrès de la génétique, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, et le progrès des biotechnologies rendent possible la manipulation du vivant, ça c'est certain. La question c'est de savoir jusqu'où peut-on aller dans cette manipulation. Eh bien la question elle est très claire, elle est claire et terrifiante à la fois. Les biotechnologies pourraient aller jusqu'à modifier l'humanité de demain, ça c'est certain. Par le biais de deux choses, le biais de ce que l'on appelle, et je vais vous en dire un mot tout à l'heure, la prédétermination génétique des individus, et deuxième biais, par les techniques prônées par un mouvement qui s'appelle le transhumanisme. Je vous explique juste ce que c'est que le transhumanisme, parce que c'est pas une mode, mais disons que c'est relativement récent, c'est un courant de pensée qui prône l'amélioration de l'homme par sélection génétique pour en faire un surhomme. C'est ainsi que les transhumanistes parlent. Et ils vont très loin puisqu'ils recherchent l'immortalité de l'homme en éradiquant, pourquoi pas, ils le pensent, en éradiquant la mort, ou bien en transférant, pour ceux qui sont moins, j'allais dire extrémistes, en transférant la conscience de l'homme dans une machine. D'après eux, d'après les transhumanistes, eh bien, ces objectifs pourraient être atteints, moi je dis pourraient, eux ils disent peuvent, pourraient être atteints grâce au progrès des biotechnologies et grâce au progrès, ils n'ont pas tout à fait tort, de l'intelligence artificielle. Alors, bon, tout ceci n'est certes pas pour demain.
Mais quand même, cela donne une idée. Cela nous donne une idée de ce qui pourrait être réalisé dans un avenir proche. Je pense que le temps presse dans cette matière. On n'est plus du tout le stade, selon moi, le stade de la science-fiction, le stade des fantasmes est dépassé. Il faut absolument que la bioéthique intervienne, et intervienne très vite et de façon rigoureuse pour fixer ces fameuses limites aux manipulations. Alors, il y a un consensus général. Dans le monde entier, ces questions font l'objet de débats. Je vais vous donner juste deux exemples des débats les plus importants qui se déroulent actuellement. D'abord, les débats autour, si je puis dire, autour de la procréation. Ça, c'est vraiment un problème auquel la bioéthique est très très impliquée. Dans une précédente conférence, j'avais expliqué, c'était une conférence sur le devenir de la famille. J'avais expliqué que la procréation humaine avait fait l'objet, alors que ça nous semble quelque chose de naturel, non, la procréation humaine avait fait l'objet de bouleversements depuis à peu près la moitié du XXe siècle. En effet, d'abord, la contraception, vous le savez, a permis une sexualité sans procréation. Et puis ensuite, on est passé à un autre stade. La procréation médicalement assistée a permis une procréation, cette fois, sans sexualité. Aujourd'hui et demain, on parle d'ectogénèse, c'est-à-dire qu'on parle de procréation carrément sans mère. Et je vous signale qu'il existe actuellement des recherches qui sont faites par un groupe de chercheurs à l'université de Tel Aviv qui sont en train de travailler sur un utérus artificiel. Bénéficiaires de cette technologie, si elle réussit, les femmes qui, pour des raisons médicales ou des raisons génétiques, n'ont pas d'utérus. Mais au-delà déjà de cet utérus artificiel, dont on nous prédit qu'il est pour demain, au-delà de cet utérus artificiel, on parle d'ectogénèse, c'est-à-dire de la fabrication carrément d'un bébé en dehors du ventre de sa mère, si je puis m'exprimer ainsi. Alors là, on se dit qu'on est en train d'aller directement vers une procréation vidée de toute humanité. On est en train d'aller directement vers une procréation réduite à des manipulations. Et alors on se demande, est-ce qu'on va fabriquer finalement demain du vivant comme on fabrique un produit manufacturé? Ça fait quand même, ça fait peur. Toujours autour de la procréation, autre inquiétude elles sont soulevées par deux examens qui commencent à être assez fréquents et qui s'appellent le diagnostic prénatal et le diagnostic pré-implantatoire. Alors là aussi je fais simple pour vous dire que ce sont deux examens qui font craindre, alors eux, vraiment, les pratiques eugénistes. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque je vous dirai en quoi elles consistent. Le diagnostic prénatal, d'abord. Ne le confondez pas avec le dépistage prénatal auquel les femmes se soumettent. Lorsque la femme enceinte, elle peut demander un dépistage prénatal. Ça n'a rien à voir. Le diagnostic prénatal, c'est tout autre chose. Il permet, ce diagnostic, d'établir le profil génétique prédictif de l'enfant à naître. Je suis enceinte, je porte en moi un enfant. Grâce à ce diagnostic prénatal, on va pouvoir me dire, sur le plan génétique, de quelle maladie mon enfant va souffrir. Alors, c'est peut-être bien, mais cet examen pourrait conduire à une dérive eugéniste parce qu'on serait tenté là encore de faire une sélection. Pourquoi garder cet enfant? Pourquoi ne pas le supprimer? Pourquoi finalement
ne pas faire une élimination anténatale avant que l'enfant naisse. Ça pourrait d'ailleurs être un frein à toutes les recherches médicales. Et puis, si on réfléchit bien, cet examen, ce diagnostic prénatal pourrait conduire en tout cas à la sélection du sexe de l'enfant. Au lieu de dire de quelle maladie l'enfant est porteur, eh bien on pourrait utiliser ce diagnostic pour dire, ben voilà, maintenant on veut une société uniquement avec des hommes ou des femmes. Donc voilà pourquoi ce diagnostic, cet examen est très bien et doit rester très encadré. Le deuxième s'appelle le diagnostic pré-implantatoire. Lui aussi, il est grave. Cette fois, il est effectué non pas alors que la femme est enceinte, pas dans le ventre, l'enfant n'est pas dans le ventre de sa mère. Il est effectué à partir d'une ou deux cellules prélevées au 3e jour sur l'embryon issu d'une fécondation in vitro. Donc l'enfant n'a pas encore été transplanté dans le ventre de sa mère, il est dans le tube à essai. Et c'est là qu'on va effectuer ce diagnostic préimplantatoire pour dépister des anomalies chromosomiques afin de n'implanter que des embryons sains, des embryons en bonne santé. Alors là aussi, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la sélection, on n'est pas loin de l'eugénisme, et ça aussi c'est assez inquiétant. Dernier point sur ces manipulations du vivant et ces inquiétudes qui sont soulevées par la question relative au clonage des humains cette fois. Je vous ai dit tout à l'heure que grâce au génie génétique, les chercheurs peuvent travailler sur les gènes des espèces animales et végétales. Et je vous ai expliqué, ce n'est pas du tout un sujet de controverse, ça c'est admis par tous. On peut isoler un gène, on peut l'observer, le modifier et le réimplanter. C'est ce qui se passe dans l'agroalimentaire avec les fameuses OGM. Est-ce qu'on peut faire la même chose chez l'homme? Cette question est cruciale. Elle s'est posée de façon très précise. Ah, on a des visiteurs. Donc cette question, elle s'est posée de façon cruciale à partir de 2001. Pourquoi 2001? Parce que 2001, c'est la date à laquelle les chercheurs ont réussi à faire ce qu'ils appellent la séquence de l'ensemble du génome humain. Je m'explique, ils ont découvert que le génome humain était composé, si je puis dire, comportait 30 000 gènes. Ils les ont identifiés, et ça c'est la première fois qu'ils l'ont fait. À partir du moment où on a fait cette identification, eh bien, on est tout près des possibilités de clonage. Ça veut dire effectivement, lorsqu'on a fait ce séquençage des gènes, cela veut dire d'abord qu'on peut reconstruire un gène de façon artificielle à des milliers d'exemplaires. On l'isole, on l'identifie et on le reproduit à des milliers d'exemplaires. Cela veut dire, et dans ce cas-là, les chercheurs qui expliquent cette technique disent que cela pourrait avoir un but thérapeutique, puisqu'on pourrait ainsi combattre certaines maladies qui résistent au traitement chimique ordinaire, et c'est autorisé déjà dans beaucoup de pays, notamment en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Et puis, deuxième chose qui nous intéresse, quand on dit qu'on a réussi à séquencer le génome humain, ça veut dire qu'un gène humain peut être cloné à l'infini et on peut le transférer dans un organisme humain. Alors, dans ce cas-là, on s'inquiète, mais cette façon de faire du clonage, de réaliser ce que les savants appellent un clonage reproductif,
pour l'instant, est combattue de façon universelle. Il y a un consensus pour dire qu'une telle méthode doit être rejetée de façon unanime. Le clonage d'un individu doit être interdit pour des raisons éthiques, pour des raisons sociales, pour des raisons juridiques, scientifiques. Il y a, si vous voulez, un très large consensus qui me paraît quand même du bon sens, un consensus qui dit que finalement un être humain est plus que la somme de ses gènes. Je ne suis pas uniquement l'addition de mes gènes, puisque le développement d'un individu dépend aussi, et ce sont les scientifiques qui sont les premiers à le reconnaître, un individu, son développement dépend aussi de son environnement. Et d'ailleurs, les chercheurs prennent l'image suivante que je vous donne. Ils expliquent que, par exemple, si on clonait un individu, un excellent footballeur par exemple, on clone un Zidane, dans le but de conserver ses talents. On pourrait le faire, certes, on pourrait reproduire des Zidane à X exemplaires, 10, 50, 100 000, pour conserver ses talents. Eh bien, les savants, les chercheurs sont les premiers à dire que le clone ainsi reproduit, alors sera la copie conforme de Zidane par exemple, mais ça ne veut pas dire que ce sera un excellent footballeur. Parce qu'il y a autre chose, heureusement, chez le vivant, que la composition de la somme de ces gènes. Alors je voulais terminer sur cette note rassurante, et pourtant je me dois de vous dire quelque chose. C'est qu'en 2018, donc c'était hier, un chercheur chinois, on parle beaucoup de la Chine en ce moment, un chercheur chinois a annoncé la naissance des premiers enfants génétiquement modifiés. Il a réussi à modifier le gène qui joue le rôle de porte d'entrée du virus du sida sur 2 embryons, donc embryons qu'il a transférés dans l'utérus d'une femme. Ce sont les premiers enfants génétiquement modifiés. Alors cette nouvelle a entraîné fascination, bien sûr, émerveillement dans le corps, dans le milieu scientifique, parce que c'est vrai que ce chercheur chinois a réalisé une prouesse sur le plan scientifique, parce que si cette prouesse se réalisait dans d'autres domaines, eh bien, si on arrivait à reproduire ce que ce Chinois a fait, cela pourrait éviter la propagation du sida, ça c'est sûr. Mais elle a aussi cette découverte, enfin quand on a appris la naissance de ces enfants génétiquement modifiés, on a été saisi d'effroi parce que d'autres raisons pourraient être avancées demain pour justifier le choix de cette méthode. Ça serait plus pour éviter le sida ou éviter telle ou telle maladie, et alors là, on ne serait pas loin de l'eugénisme. Ce qui m'a paru le plus inquiétant en lisant toute cette littérature sur la question pour préparer cette conférence, c'est que le clonage des individus, hier, c'était un sujet de roman, c'était un sujet de science-fiction. Aujourd'hui, c'est un thème de recherche. Et ça, on a changé, hein, on est de niveau. Alors je voudrais terminer en vous rapportant quelques mots d'un certain Erwin Chagraf. C'était un biochimiste, il est mort en 2002, il a été prix Nobel en 1960, et voilà ce qu'il a écrit. C'est pas très long, je le cite. Ma vie, dit-il, a été marquée par 2 découvertes scientifiques inquiétantes. La fission de l'atome, et je rajoute moi, qui a donné la bombe atomique, vous le savez, et, dit-il, l'élucidation de la chimie héréditaire, et je rajoute moi entre parenthèses, ce qui a donné le génie génétique. Dans les 2 cas, dit-il, c'est un noyau qui a été maltraité, celui de l'atome, la bombe atomique, et celui de la cellule, le génie génétique. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai le sentiment que la science
a franchi, dit-il, une limite devant laquelle elle aurait dû reculer. Alors je pense, pour finir, pour conclure, que les manipulations potentiellement destructrices du vivant, que devant en tout cas ces manipulations, les chercheurs devraient peut-être faire entrer systématiquement, ou du moins ne devraient pas faire entrer systématiquement leur connaissance dans le champ de l'application au vivant. Je m'explique. Je pense qu'il faudrait laisser un espace de réflexion entre le moment où il y a une découverte scientifique et le moment où elle va s'appliquer aux humains notamment, aux vivants en général. Et dans cet espace, eh bien, on pourrait peut-être enfin écouter le discours philosophique, écouter le discours spirituel, écouter le discours religieux, quelle que soit la religion, écouter ces discours, et peut-être que la sagesse de ces discours conduira la communauté scientifique, certes à chercher à savoir toujours plus, c'est sa fonction, mais aussi peut-être à savoir renoncer, s'abstenir de faire des applications qui pourraient se révéler demain dramatiques. Je vous remercie. Nous accueillons une artiste qui nous propose une performance, on pourrait même évoquer une expérience poétique et musicale. Il s'agit donc d'Adaïa Godesky, que je vous demande d'applaudir. Merci.
Edna, you want to say something about the poem? Oh, there's some, yeah, you have it here. It's my mother. אתם יודעים עברית? כן. עברית? כן, אוקיי. Okay. This poem belongs to my mother and Chaya Esther. And I thought that it's a good idea to bring it to this special event because it's talk about life. And my mother gave me my life. And you can see in the poem a lot of passion, a lot of love, and it's part of life. Vous avez dans le document que je vous ai donné la traduction en français de ce texte de Chaya Esther, la maman de Hadaya Godlevski.
Merci.